Bonjour amis de l'histoire antique, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur le thème « Ce que Alexandre le Grand doit à Philippe II ». En effet, Alexandre est vu comme le plus grand conquérant de l'Antiquité, mais cette œuvre gigantesque n'aurait pu être possible sans les solides fondations posées par son père. En effet, celui-ci lui laissa un héritage politique, militaire et intellectuel d'une valeur inestimable, pavant la voie de la conquête de l'Asie et de la reconnaissance universelle. Alors, la diplomatie habile de Philippe, mêlée à son sens de la stratégie et son côté impitoyable, ouvrirent des horizons inexplorés à Alexandre et lui permit de créer un monde nouveau. Alors, les alliances forgées par Philippe avec les cités grecques et différentes puissances étrangères, notamment les Thraces, offrirent à Alexandre un réseau d'appui précieux dans sa quête de domination. De plus, l'héritage territorial légué par Philippe facilita les premières campagnes d'Alexandre en Grèce puis en Anatolie. Enfin et surtout, Philippe forgea par ses réformes l'outil militaire qui permit à Alexandre de conquérir le plus grand empire du monde à l'époque. Je vais tâcher de rendre grâce à ce roi fondateur, souvent injustement présenté comme une brute et un ivrogne. On imagine l'influence de la littérature athénienne, n'est-ce pas? Et donc, concernant mes sources, j'utiliserai comme souvent des articles Wikipédia auxquels j'ai contribué en très grande partie, notamment évidemment l'article Alexandre le Grand, mais aussi Royaume de Macédoine et Philippe II, que j'ai quasiment tout réécrit à ma sauce avec des références et des sources, je pense, de qualité. Lien en description. Alors voyons en premier thème la prise du pouvoir et les conquêtes de Philippe. Alors au regard de son parcours incroyable, il paraît évident que Philippe II connut un destin exceptionnel et il serait tentant de dire parti de rien, il arriva au sommet, mais pour le coup c'est vraiment une réalité. Puisqu'il était au départ le souverain d'un petit royaume situé aux confins de la Grèce, qui fut d'ailleurs un temps sous tutelle des Perses, du temps de la Première Guerre médique, et royaume qui était en but aux ambitions commerciales d'Athènes, et qui était aussi affaibli par d'inextricables querelles successoriales et autres assassinats à la cour. Et donc à force de volonté et de courage, Philippe parvint à devenir, en tout cas à faire de son royaume, la principale puissance du monde grec. Et cet exploit peut en fait sembler tout aussi considérable et inattendu que la conquête de l'Asie par son fils. Pour revenir aux origines, Philippe était le troisième fils du roi de Macédoine Amyntas III, et il accéda au trône en 359 à l'âge de 23 ans, après les deux règnes de quelques années de ses frères. Alors, le premier avait péri assassiné par son beau-frère dans une querelle mêlant sentiment et politique, et le second était mort en combattant les Illyriens. Et donc par son lointain ancêtre légendaire Téménos d'Argos, donc fondateur de la dynastie Argéade, Philippe prétendait descendre d'Héraclès, rien de moins. Et à 14 ans, il fut envoyé à Thèbes, chez un stratège de la cité, donc dans le cadre de négociations politiques entre Thébains et Macédoniens, sachant que Thèbes était devenue la cité hégémonique à l'époque de la Grèce. Et donc Philippe fut bien traité et put observer de près les innovations tactiques des Thébains et l'organisation politique d'une cité grecque. En tout cas, il n'a pas résidé dans la maison d'Épaminondas, comme on le croit parfois, mais enfin, on suppose qu'il a pu le rencontrer, ou tout du moins voir la portée de ses réformes militaires. Alors, Philippe fut proclamé d'abord régent et tuteur de son jeune neveu, Amyntas IV, et il épousa la veuve de son frère conformément à la coutume. Et donc les jours d'Amyntas IV étaient comptés, sauf qu'en fait il sera assassiné plus tard par Alexandre, et non pas par Philippe.
Alors, sauf qu'au moment de l'arrivée au pouvoir de Philippe, la survie du royaume de Macédoine était directement menacée. Alors, il défie d'abord 3000 hoplites d'Athènes qui soutenaient un obscur usurpateur pro-athénien, et il remporta ensuite une éclatante victoire contre les Illyriens, dont le roi fut tué dans la bataille. Et donc ces deux grandes victoires lui ouvrirent la voie pour de profondes réformes qui firent de son petit royaume un acteur majeur de la fin des temps classiques. Alors d'emblée, Philippe renforça son alliance avec les Épirotes en épousant Olympias, donc la mère d'Alexandre, qui était fille du roi Néoptolème de la dynastie des Molos. Et donc c'est probablement à la suite de ce mariage que l'Assemblée des Macédoniens le reconnut officiellement comme roi des Macédoniens en 357. On dit bien roi des Macédoniens, hein, le titre officiel, ce n'est pas roi de Macédoine, oui il y a une nuance. Et donc il écarta, on imagine bien, Amytas IV qui, comme je l'ai dit, sera tué au moment de l'arrivée au pouvoir d'Alexandre. Alors, Philippe commença de manière très minutieuse à annexer une à une les principautés de Haute-Macédoine, comme les Limés ou les Ordées. Il se lança dans une politique de conquête avec la prise d'abord d'Amphipolis, donc qui était une colonie athénienne, et qui éloigna définitivement les Athéniens des côtes de la Macédoine, qui étaient stratégiques pour eux, notamment pour l'approvisionnement en bois pour les bateaux. Alors c'est la troisième guerre sacrée qui consacra son entrée sur la scène. Alors je ferai course parfois un petit peu complexe, mais en fait il fut vainqueur des Phocidiens en 352. Donc tout ça c'est pour des histoires de terre autour du sanctuaire de Delphes. Et il devint magistrat suprême de la Ligue de Thessalie et prit la place des Phocidiens, donc il avait évincé, dans l'Amphictyonie, donc on dirait l'assemblée qui organisait le pèlerinage à Delphes. Et donc ça lui donna une grande influence politique sur le reste du monde grec. Donc tout ça se fait assez rapidement, hein, mine de rien, pour dire que c'était fulgurant, puisqu'en 349, il défie la puissante Ligue chalcidienne. Donc la Chalcidie, c'est une péninsule au nord de la Macédoine. Donc la Ligue chalcidienne qui était, on va dire, son dernier grand rival au nord de la Grèce. Et d'ailleurs, il va s'inspirer de l'administration politique de la Ligue chalcidienne pour les réformes de son royaume. Alors ensuite, il va chercher à consolider sa frontière nord par la conquête donc d'une partie de la Thrace jusqu'au Danube, ce qui est quand même pas rien. Et il va même battre dans une bataille méconnue, mais les insaisissables Scythes, dont le roi sera tué et 20 000 de leurs femmes et enfants, donc camps inclus, vont être capturés par les Macédoniens. Donc ça, c'est un fait parfois un petit peu méconnu. Alors cette politique expansionniste commença à susciter l'hostilité donc des Athéniens, donc sous la conduite de l'orateur Démosthène, donc qui est le rédacteur des fameuses Philippiques, dans lesquelles il exhortait ses compatriotes à lutter contre les Macédoniens, avec un portrait très peu flatteur fait à l'encontre de Philippe. Et donc, une nouvelle guerre sacrée, donc la quatrième, éclata en 339 et vit une victoire éclatante des Macédoniens, donc à la bataille de Chéronée. Donc on est là, non loin de Thèbes, sur une coalition réunissant les Athéniens et les Thébains. Et il en profita pour fonder, donc tout de suite après, la Ligue de Corinthe, afin de réaliser l'unité des Grecs face aux Perses et d'assurer son hégémonie sur la Grèce. Et en 336, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le corps expéditionnaire installé en Anatolie, il périt, assassiné par son propre garde du corps, dans des conditions non élucidées à ce jour. On y reviendra tout à l'heure. Donc ce génie politique, courageux et visionnaire, avait posé les jalons de l'époque hellénistique et de la formidable expansion des Gréco-Macédoniens aux confins du monde connu. Alors, voyons maintenant en thème numéro 2 la filiation et l'éducation d'Alexandre. Donc Alexandre naquit à Péla, la capitale du royaume de Macédoine, en juillet 356. Donc il était le fils aîné de Philippe et d'Olympias, sa troisième épouse, princesse d'Épire de la tribu des Molos. Donc Alexandre avait pour sœur Cléopâtre, née un an après lui. Et donc les Argéades prétendaient descendre de Théménos d'Argos, qui était un descendant d'Héraclès, lui-même fils de Zeus,
les Éacides d'Épire affirmaient, eux, descendre de Néoptolème, fils d'Achille. Et donc Alexandre, évidemment, aura tôt fait de reprendre à son compte ces prestigieux et légendaires aïeuls. Alors, une légende raconte qu'Olympias n'aurait en fait pas conçu Alexandre avec Philippe, qui avait peur d'elle et de son habitude de dormir avec des serpents, mais qu'elle le conçut avec Zeus. Alors Alexandre se servit habilement de ces contes populaires à des fins politiques, faisant parfois d'ailleurs référence à Zeus plutôt qu'à Philippe quand il évoquait son père. Sachant aussi qu'il sera déclaré fils de Zeus-Amon par les prêtres égyptiens. Alors, une autre légende plus tardive, donc qui date du IIIe siècle de notre ère, d'origine alexandrine, et attribuée au pseudo-Callisthène, donc qui inspira plus tard le roman d'Alexandre, dit qu'Alexandre était en fait le fils du dernier pharaon d'Égypte, Nectanebo II, donc chassé du pouvoir par les Perses, et qui s'était réfugié à la cour de Philippe. Donc ça, c'est tout à fait historique. Enfin, plus tard, qui indique que Philippe et Olympias rêvaient de la future naissance de leur fils et que le devin Aristandre annonça que leur enfant aura le caractère d'un lion. Alors, au-delà des aspects politiques et militaires, Philippe sut cultiver les talents intellectuels d'Alexandre, qui reçut une éducation d'une richesse incomparable, nourrie par la tutelle d'Aristote, donc le plus grand esprit de son temps, même s'il ne fut que 2 ans le précepteur d'Alexandre. Donc il faut là aussi quand même mettre une petite nuance à ce propos. Donc cette éducation façonna la vision universelle, ou on pourrait même dire universaliste, d'Alexandre, et lui inculqua une soif de connaissance, une envie de tendre vers l'inconnu, que les Grecs appelaient potos, et il apprit aussi une forme d'excellence en toute chose que les Grecs appelaient arrêté. Alors Alexandre reçut d'abord dans son enfance une éducation à la dure, dispensée par Léonidas, un parent d'Olympias, de mœurs austères, et ses différents maîtres dans sa jeunesse lui enseignèrent, en plus des exercices physiques, la littérature, la musique et, de manière plus éthique, la piété et la frugalité. Mais Philippe avait d'autres ambitions pour son fils aîné, et il lui donna pour précepteur d'abord un philosophe qui s'appelle Ménéchmé, qui était également mathématicien, et surtout Aristote, de 342 à 340. Et donc Aristote était le fils de Nicomate, qui était donc le médecin personnel d'Amytens III, donc le père de Philippe. Et Philippe avait mandaté le philosophe dans le cadre d'un accord politique passé avec Hermias, le tyran d'une cité d'Anatolie, chez qui Aristote avait séjourné après son exil d'Athènes. Alors, Philippe assigna à Aristote un lieu d'enseignement, un sanctuaire consacré aux nymphes, à côté de Péla. Donc Alexandre y reçut pendant 2 ans des leçons en compagnie de ses futurs compagnons. On peut citer Phaïstion, Ptolémée, Perdiccas, Eumène, Séleucos, Philotas et Callisthène, donc qui était le neveu d'Aristote. Et d'ailleurs, à ce sujet, Alexandre aurait dit cette fameuse citation « Je suis redevable à mon père pour la vie, mais à mon professeur pour vivre bien ». Et donc en plus de cet enseignement philosophique, Alexandre suivit un entraînement militaire et sportif très intensif, ce qui tend à prouver que Philippe voyait bien en lui son successeur légitime. Alors voyons en thème numéro 3, Alexandre pendant le règne de Philippe. Donc on l'a vu tout à l'heure, sous le règne de Philippe, le royaume de Macédoine a connu une formidable expansion en triplant sa surface et en étendant son hégémonie sur une grande partie de la Grèce continentale. Et Philippe soumit également les peuples dits barbares voisins, comme les Illyriens, les Péoniens, les Thraces et les Scythes. Alors Alexandre put faire ses preuves en tant que commandant donc de la cavalerie de l'aile gauche lors de la bataille de Chéronée, et la légende dit qu'il aurait participé à l'extermination, on pourra dire, du fameux bataillon sacré des Thébains. Donc, premier grand fait d'armes d'Alexandre en 338.
Et à la suite de cette bataille, il fut chargé de ramener à Athènes les cendres des soldats tués. Et donc à l'âge de 16 ans, donc on est en 340, Alexandre fut appelé par Philippe auprès de lui à la cour afin d'apprendre le fonctionnement de l'État. Et c'est à cette époque qu'il dompta Bucéphale. Alors à cette époque, Philippe ordonna au sculpteur Léocarès de réaliser le premier portrait officiel d'Alexandre, et ce buste servit probablement de modèle à la statue dite Alexandre de l'Acropole, qui est de nos jours visible à Athènes, et dans ce buste, Alexandre est caractérisé par des traits d'éphèbe. Alors pour revenir aux faits politiques, donc Philippe partit ensuite assiéger Périnthe et Byzance, et donc confia à Alexandre la régence de Macédoine, même s'il était entouré de conseillers expérimentés comme Antipater, donc futur régent de Macédoine. Et donc en 339, Alexandre reçut son premier commandement militaire indépendant lors d'une campagne contre des tribus thraces, avec pour mission d'assurer le contrôle des frontières de la Macédoine. Et donc il profita de cette expédition pour entrer en contact avec la tribu péonienne des Agrianes. Donc les Péoniens, on dirait que c'est des Thrasso-Illyriens, ou oui, un peuple thrace. Bon. En bref, chose est-il que il rencontra ces Péoniens qui, plus tard, lui fourniront des peltastes d'élite bien connus, qui ont participé à toutes les batailles auprès des compagnons, donc la cavalerie lourde d'Alexandre, donc des javeliniers d'élite. Alors en 339, une querelle opposa Philippe et Alexandre, puisqu'en fait Philippe refusait que son demi-frère, donc Aridée, le futur Philippe III, qui était réputé épileptique et déficient mental, épousasse la fille du satrape de Carie, qui s'appelle Pixodaros. Et donc on peut supposer qu'Alexandre ne voulait pas que son demi-frère puisse faire un mariage qui lui donne trop de poids politique. En tout cas, en représailles, Philippe fit exiler les amis proches d'Alexandre, dont Ptolémée, Néarque et Harpale, et en tout cas pas Héphaïstion, il faut le noter. Donc ils furent exilés, et qui ne reviendront à Pella qu'après la mort de Philippe. Donc ça prouve leur place dès, on va dire, la jeunesse d'Alexandre, notamment pour Ptolémée. Et donc en 337, Philippe prit une 7e épouse, donc Cléopâtre, qui était la nièce d'Attale, donc un général qui exerçait une grande influence à la cour, et les sources disent que Philippe tomba très amoureux de la jeune Cléopâtre, et ce mariage provoqua de très vives tensions entre Philippe et Alexandre, alors que Cléopâtre donna rapidement naissance à une enfant, et qu'Olympia se montrait jalouse et intrigante, et craignait que son fils ne fût écarté de la succession. Et donc une dispute publique éclata lors d'un banquet entre Alexandre et Attale, quand ce dernier proclama qu'il considérait les enfants à venir de cette union comme étant les seuls légitimes. Donc Alexandre fut furieux de cet outrage et lui rétorqua « Me prends-tu pour un bâtard ?» en lui jetant sa coupe de vin au visage. Alors Philippe prit le parti d'Attale et, sous le coup de l'ivresse, voulut lever son épée contre Alexandre. Mais son état l'en empêcha, et il littéralement se vautra par terre. Et Alexandre se moqua de lui publiquement en disant « Cet homme veut vous emmener en Asie, mais il n'est même pas capable de passer d'une table à une autre. » Donc après cette dispute publique, Alexandre et sa mère durent se réfugier en Épire. Ensuite, Alexandre partit quelque temps en Illyrie. Alors la brouille ne durera pas, et père et fils finirent par se réconcilier 6 mois plus tard. Et d'ailleurs, il est noté qu'Alexandre sauva la vie de son père lors d'une bataille contre les Tribales, donc une autre tribu vaguement thrace. Mais même après la mort de Philippe, le conflit entre père et fils ne fut pas sans conséquences. Donc en 328, donc à Samarcande, donc on est là en Haute-Asie, une dispute éclata sous le coup de l'ivresse entre Alexandre et Clétos, l'un de ses amis les plus fidèles, et qui était le fils de sa nourrice. Et donc Clétos, surnommé le Noir, reprocha à Alexandre de renier son père Philippe et de se voir comme le fils de Zeus. Donc Alexandre fut pris de colère, d'une rage,
et incontrôlable, et il tua Clétos d'un coup de lance, un acte qu'il regretta profondément par la suite. Voyons thème numéro 4, les réformes politiques et militaires de Philippe. Donc Alexandre put profiter de l'outil militaire forgé par son père et disposa au départ de l'expédition en Asie d'une armée aguerrie par les guerres de Philippe. Donc cette armée était formée principalement donc, d'une phalange à la fois puissante et mobile, d'une cavalerie lourde, véritable force d'assaut, d'une cavalerie légère, rapide à la manœuvre, notamment héritée des Thraces, et aussi de tirailleurs utiles pour le harcèlement. Il faut aussi noter les nombreux engins de siège de l'armée macédonienne. Et donc Alexandre put s'appuyer aussi sur la loyauté de ses compagnons, donc les Hétères. Et donc les grandes victoires d'Alexandre contre les Perses étaient fondées sur des concepts stratégiques établis par son père, qui s'inspirait lui-même en partie de l'ordre oblique du Thébain Épaminondas, sachant, on l'a dit tout à l'heure, que Philippe résida quelques années durant sa jeunesse en otage à Thèbes. Et donc les innovations d'Alexandre résidaient plutôt dans sa capacité à attaquer le centre adverse, une sorte de coup de poker stratégique, mais aussi dans l'art de la manœuvre, donc avec des marches rapides, des déplacements en montagne, des campagnes d'hiver, ou des franchissements hardis de fleuves. Alors, il s'inspirait ici des stratèges athéniens, des stratèges de la guérilla, on dirait, comme Xénophon et Iphicrate, qui étaient tous les deux rompus à l'art de la guerre rusée. Alors pour revenir sur les réformes de Philippe, à voir qu'en 359, quand il arriva au pouvoir, l'armée macédonienne avait été littéralement anéantie par les conflits avec les Illyriens, sachant que de nombreux rois argéades étaient morts face aux Illyriens. Et Philippe entendait placer la Macédoine sur l'échiquier politique de la Grèce. Et donc, il s'inspira de l'armée thébaine pour entreprendre de profondes réformes. Alors, il commença par professionnaliser l'armée et par former des contingents permanents sur le modèle du bataillon sacré thébain. Et surtout, il mit au point la phalange de porteurs de saris en faisant alléger l'équipement des phalangites, dont la cuirasse en bronze fut abandonnée au profit du linothorax, donc une cuirasse en lin. Le bouclier fut lui aussi rétréci, et le casque corinthien fut remplacé par un modèle plus léger basé sur le modèle du casque thrace, qu'on appelle aussi casque illyrien. Et donc il dota les phalangites d'une longue lance, la fameuse saris, d'une longueur comprise à l'époque entre 4,5 et 5,5 mètres. Alors, les origines des saris sont pas très très claires, il y a plusieurs écoles, mais on pense qu'il s'est peut-être inspiré de lances vues chez les lanciers, les cavaliers thraces, voire les tribales. Alors, il disposa donc la phalange sur 16 rangs de profondeur, sachant que le nombre de rangs pouvait être diminué selon les conditions d'affrontement. Et donc il reprit à son compte l'ordre oblique mis au point par Épaminondas afin de pouvoir faire front dans toutes les directions. Et pour entraîner ses troupes, il faisait régulièrement exécuter des manœuvres. Alors, il ajouta aussi à la phalange 3000 hypaspistes, ou porteurs de boucliers, qui formaient une infanterie d'élite, dont le premier bataillon constituait la garde royale, donc la Gema à pied, parce que c'est une Gema équestre. Et il incorpora en grand nombre des peltastes et des fantassins légers en s'inspirant du stratège athénien Iphicrate, qui avait battu un bataillon de Spartiates avec des peltastes. Et donc en termes d'effectifs, il augmenta les effectifs de l'infanterie qui passèrent de 10 000 hommes au début de son règne à presque 30 000 hommes à la fin de son règne. Alors concernant la cavalerie, il augmenta considérablement les effectifs des compagnons, donc ils passèrent de 300 à près de 3000, et il apporta aussi des nouveautés dans leur armement offensif, avec notamment
une lance assez lourde, donc un peu plus courte que la saris, mais qu'on appelle le xiton, qui mesure 4 mètres environ, et qui permettait d'améliorer la puissance de choc. Et au niveau tactique, il introduisit la formation en pointe ou en coin, inspirée des cavaliers thraces, et donc cette formation qui permettait de garder une forme de cohésion lors des déplacements. En fait, on avait juste à suivre le chef, et donc ça permettait de pouvoir déplacer assez rapidement dans n'importe quelle direction les cavaliers. Alors sur le plan politique et administratif, Philippe modernisa considérablement l'État macédonien en s'inspirant de l'organisation de certaines cités grecques, mais aussi de la Ligue chalcidienne. Et donc il renforça également son économie, et tout ça lui permit d'augmenter les effectifs de l'armée, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il y avait aussi une idée intéressante, c'est que certes il avait augmenté donc les effectifs des compagnons, contrôler on va dire leur velléité, il va mettre en place une assemblée populaire réunie au moins 2 fois, et donc il servait à faire contrepoids à l'aristocratie des compagnons. Alors sur le modèle achéménide, il fonda le corps des pages royaux, donc afin d'assister le roi à la cour, et donc ils étaient recrutés à l'âge de 14 ans parmi l'aristocratie, et étaient formés jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc ils recevaient un apprentissage militaire, mais aussi philosophique, donc qui était dispensé par Callisthène, le neveu d'Aristote et futur biographe d'Alexandre, qui terminera au fin fond d'une géole, mais ceci est un autre sujet. Et donc ces pages veillaient quotidiennement sur le roi, le servaient à table, s'occupaient aussi de ses armes, de ses chevaux, et l'accompagnaient à la chasse. Et leur présence garantissait aussi la loyauté de leurs parents. Alors la plupart de ces pages étaient destinés à devenir des compagnons, et les plus méritants à devenir les gardes du corps du roi, donc les 7 somatophylaques, dont on attribue la création à Philippe, mais on n'a pas forcément de détails là-dessus. Et parmi ces pages, donc de la même génération qu'Alexandre, certains jouèrent un grand rôle sous son règne. On peut citer Héphaïstion et Perdiccas. Donc voyons en thème numéro 5, le projet d'invasion de l'Empire perse. Alors une fois la Grèce mise au pas, Philippe eut préparé son projet de libération des cités grecques, donc d'Ionie, de la domination perse. Et après sa victoire éclatante à Chéronée, donc contre les Athéniens et les Thébains, il put fonder en 337 une ligue pan-hellénique, donc à l'issue d'un congrès à Corinthe, ce qui explique que cette ligue fut appelée la Ligue de Corinthe. Alors, Philippe cherchait à se poser en champion du pan-hellénisme et à imposer une alliance militaire durable à laquelle toutes les cités furent contraintes d'adhérer, excepté Sparte qui se vit néanmoins diminuée dans ses pouvoirs. Et donc cette alliance donna une forme stable à l'hégémonie macédonienne et permit d'accélérer les préparatifs de la guerre contre les Perses. Alors au départ, il s'agissait officiellement d'un traité de paix commune, mais en réalité cette ligue fut un moyen pour la Macédoine d'imposer sa domination à tous les Grecs. Alors le prétexte fourni par Philippe était de venger la profanation des sanctuaires grecs lors de la Deuxième Guerre médique et de libérer les cités grecques d'Ionie et de Lydie. Alors Philippe suivait là les idées défendues par le rhéteur athénien Isocrate, qui dans un discours prononcé en 346, donc intitulé Philippe, faisait des Macédoniens les champions à venir du pan-hellénisme et de Philippe l'unificateur de la Grèce et le chef de la guerre de libération contre les Perses. Alors, Isocrate proposait également des solutions pour faire face à la désorganisation du territoire macédonien, donc qui n'était pas organisé en cités. Et pour ce faire, Philippe devait, selon lui, rassembler ces populations dites errantes pour constituer des communautés qui formeraient par la suite des cités sur le modèle grec. Alors, à voir que Philippe cherchait peut-être à constituer un empire macédonien en Anatolie, mais les historiens restent confrontés à un gros doute, vu que sa mort prématurée empêche de connaître ses véritables desseins. Donc soit il voulait libérer l'Ionie, soit déjà, on va dire, occuper toute l'Anatolie aux dépens des Perses. Alors, Philippe profita du désordre dans l'Empire perse suite à l'assassinat d'Artaxerxès IV, son empoisonnement par son
vizir et eunuque Bagoas, un autre Bagoas que celui d'Alexandre. Bon, attention. Bref, donc il fit appel au début de l'année 336 à ses deux généraux de confiance, Parménion et Attale, dont il avait épousé la nièce, pour diriger un corps expéditionnaire et traverser l'Hellespont, donc le détroit des Dardanelles. Et donc à la tête de 10 000 hommes, Parménion remporta plusieurs victoires, mais dut se replier en Troade, puis à Abydos, après le passage à l'action du général mercenaire Memnon de Rhodes. Et donc cette première campagne ne fut pas véritablement couronnée de succès, mais elle avait tout de même permis d'établir une solide tête de pont en Asie, dont sut profiter Alexandre. Donc voyons en thème numéro 6, l'assassinat de Philippe. Donc au cours de l'été 336, Philippe fut assassiné pendant la cérémonie de mariage de sa fille Cléopâtre avec le roi d'Épire, Alexandre le Molosse, donc frère d'Olympias. Oui, c'est ça en famille. Donc l'assassin était un jeune noble et garde du corps du roi, qui s'appelle Pausanias, originaire de la région d'Orestide, et que certaines sources, il faut bien le noter, voient comme étant l'amant de Philippe. En fait, Pausanias gardait une rancune tenace envers Philippe après avoir subi un viol de la part des hommes d'Attale, en guise de vengeance après que Pausanias ait poussé au suicide un ami d'Attale, qui s'appelait aussi Pausanias, oui, il faut suivre, et qui était devenu l'amant de Philippe. Donc les motivations ou les commanditaires de Pausanias ne sont pas connus, car en fait il fut tué dans le feu de l'action par les autres gardes du corps, dont Perdiccas. Alors certains auteurs antiques estiment qu'en fait Pausanias ne fut que le bras armé d'une conjuration, et que cette conjuration implique Olympias et peut-être même Alexandre. Alors une autre hypothèse met en cause Darius III, donc le roi de Perse qui vient d'accéder au pouvoir. Enfin, on l'imagine mal, la première décision, faire assassiner le roi de Macédoine, ça me paraît un peu gros, mais bon. À voir quand même que Arien mentionne une lettre virulente qu'Alexandre a adressée à Darius après la bataille d'Issos, qui le blâmait pour le meurtre de son père. Mais en fait, on va dire que c'est peut-être une lettre officielle pour un petit peu lui mettre la pression, mais c'est pas forcément une preuve que Darius a bien ordonné l'assassinat de Philippe. Alors à voir aussi qu'Alexandre aurait demandé à l'oracle de Zeus-Ammon, donc en Égypte, s'il avait bien puni tous les assassins de son père. Donc finalement, peu d'historiens considèrent qu'Alexandre fût impliqué directement dans l'assassinat de son père, alors qu'il faut bien voir que toute la conduite de Philippe montre qu'il entendait faire d'Alexandre son successeur légitime. Donc pourquoi l'assassiner ? Il avait donné naissance à un bébé, mais qui était une fille, donc on est encore bien loin d'avoir un concurrent pour Alexandre. Par contre, l'implication d'Olympias paraît plus probable, parce que par jalousie, elle s'inquiète effectivement que son fils puisse plus tard être écarté de la succession, mais enfin en tout cas c'est sûr que ça peut pas être Aridée, qui est des fissures mentales. Donc on ne peut pas totalement écarter la thèse d'Olympias, ou en tout cas d'une forme de jalousie envers Cléopâtre, et donc envers Philippe. Alors quoi qu'il en soit, l'Assemblée des Macédoniens proclama aussitôt, et avec le concours d'Antipater, Alexandre comme nouveau roi des Macédoniens. Alors Alexandre fut aussitôt tué son cousin, donc neveu de son père, Amytens IV, éphémère roi que Philippe avait renversé. Et de son côté, Olympias profita qu'Alexandre fut parti guerroyer au nord pour faire tuer la nièce d'Attale de manière assez cruelle. Ils ont d'abord fait égorger le bébé dans les bras de la mère et l'ont contraint au suicide par pendaison. Alors Attale, qui était donc, on l'a vu, en campagne en Anatolie avec Parménion contre les Perses, fut assassiné, sans que l'on sache bien si c'est Olympias ou si c'est Alexandre qui ont donné l'ordre direct. Là aussi, il y a un mystère. Là, pour le coup, c'est pas improbable que ce soit Alexandre pour définitivement écarter tous les prétendants, ou en tout cas tous ses rivaux. Alors voyons en thème numéro 7, le bilan du règne de Philippe. Donc on l'a vu, Philippe posa les bases de la puissance macédonienne en unifiant et en agrandissant son royaume, tout en imposant son hégémonie sur la Grèce continentale. Il entreprit de profondes réformes administratives en améliorant les institutions traditionnelles macédoniennes. L'équipement et la tactique de l'armée macédonienne connurent par ailleurs des améliorations
décisives qui servirent donc ses ambitions militaires, mais aussi de levier social pour les couches moyennes de la population. Alors, on va voir aussi que les arts, c'est un aspect moins connu des arts géades, il faut le dire, mais connurent un formidable essor, comme en témoigne la beauté des ornementations des tombes royales d'Égée. Alors, Philippe montra aussi son attachement à la sagesse grecque en accueillant à sa cour Aristote. Alors, à voir que la vision de Philippe chez les auteurs grecs de son temps est très contrastée. Alors, Démosthène, qui s'opposa violemment à lui, le décrit comme un barbare et un ivrogne. Et cette image fut, jusqu'au XIXe siècle, prise pour une réalité par les historiens qui faisaient un tableau assez caricatural de Philippe par opposition à Alexandre. Mais il faut bien voir que dès son temps, les orateurs athéniens, donc Échine et Isocrate, firent de lui un véritable grec, soucieux de mettre fin aux querelles sempiternelles entre cités, et voyaient en lui un admirateur sincère d'Athènes, à l'égard de laquelle il a toujours montré une grande mansuétude, même après la bataille de Chéronée. Enfin, le philosophe péripatéticien Théophraste considérait Philippe comme un plus grand roi encore que son fils. Alors, aux yeux des modernes, il y a quand même un consensus pour dire que Philippe est un véritable génie politique et militaire, un visionnaire, un diplomate avisé, dont la politique transforma durablement la Grèce en surpassant des querelles entre cités pour créer un véritable élan pan-hellénique. Donc, grand stratège inspiré par la tactique nouvelle des Thébains, réformateur d'une armée macédonienne devenue quasiment invincible, il montrait également un grand courage physique au combat, comme en témoignent ses nombreuses blessures. Il perdit notamment l'usage d'un œil et eut une grave blessure à la jambe. Alors, il savait aussi faire preuve de ruse et de diplomatie en utilisant des agents acquis à sa cause et en se servant des faiblesses intrinsèques des cités. Alors, il se fit aussi le promoteur de la liberté des Grecs en fonction de ses intérêts et fut le garant du régime démocratique à Athènes, même après sa victoire à Chéronée. Donc c'est quand même intéressant de le noter, on est bien loin de l'idée de l'autocrate abolitionniste de la démocratie, donc là aussi il faut être un peu plus nuancé. Alors à voir aussi qu'il parvint à se faire aussi le champion des sanctuaires lors des guerres sacrées. Il se posa aussi en défenseur de la religion en appelant à venger la destruction des sanctuaires par les Perses. Et finalement, il parvint à unifier les Grecs sous sa bannière. Alors, pour autant, l'historien moderne reste confronté à des sources partiales, notamment athéniennes, alors que sa mort prématurée empêche de comprendre ses véritables desseins en Asie. Finalement, on peut dire que Philippe forgea l'outil politique et militaire qui permit à Alexandre le Grand de créer un monde nouveau. Alors, en conclusion, Alexandre devait à Philippe bien plus que le simple héritage d'un trône. Il lui dut un héritage immatériel, une culture de gouvernance éclairée, de stratégie militaire et de curiosité intellectuelle qui pavèrent la voie vers la grandeur et inscrivirent son nom dans le panthéon de l'histoire. Pour autant, le fils sut dépasser les aspirations premières du père, car il ne se contenta pas de vaincre les Perses et de libérer les cités, et il fonda un empire multiethnique et multiculturel sur les bases de l'empire perse, en appelant à la fusion des élites gréco-iraniennes, comme en témoigne son mariage avec Roxane, puis avec des princesses achéménides. Alors Alexandre ne fut pas qu'un destructeur, car il sut rassembler toutes les terres conquises par les Achéménides au sein d'une même construction, et il reprit en main l'administration centrale et satrapique en désignant parfois des Asiatiques. On peut donc considérer que Philippe fut l'architecte et Alexandre le maître d'œuvre de la plus grande
conquêtes de l'histoire antique. Finalement, jamais père et fils eurent de concert un tel impact dans l'histoire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, vos likes et vos vues. Et à très bientôt.